Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette interview spéciale que j'ai le plaisir de mener en compagnie de son Excellence, l'ambassadeur Stéphane Romaté, ambassadeur de France en Égypte. Monsieur l'ambassadeur, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité, vous êtes la bienvenue à la résidence de France. Vous le savez, l'Égypte et la France entretiennent des relations d'une nature particulière. Elles sont vieilles de 2 siècles. Et connaissent un rapprochement remarquable depuis l'arrivée au pouvoir du président Abdel Fattah el-Sisi. On compte plus d'une trentaine de visites officielles entre les 2 pays depuis 2014, un chiffre qui englobe bien évidemment les visites des présidents, des ministres, mais aussi des hauts fonctionnaires. Mais cette visite est particulière car elle s'inscrit dans un contexte mondial délicat dû à la pandémie du coronavirus. Il faut signaler qu'il s'agit pour la France de la première visite d'État d'un président depuis l'apparition du coronavirus en début d'année. Alors, durant cette interview, nous allons essentiellement parler de cette visite d'État de 3 jours, mais nous allons également parler de cette relation particulière entre l'Égypte et la France. Tout d'abord, que retenez-vous de cette visite du président Abdel Fattah el-Sisi en France la semaine dernière? Vous avez raison de le noter. Cette visite s'inscrit dans un contexte très particulier. D'abord, il y avait le contexte sanitaire. Effectivement, le président Sisi est venu en visite d'État. Ça a été la seule visite d'État de toute l'année 2020. Et évidemment, le fait que le président de l'Égypte soit reçu avec ce contexte particulier fait sens. Et le sens, c'est la force de cette relation bilatérale que nous avons entre la France et l'Égypte. C'est ce que représente aussi l'Égypte comme pôle de stabilité dans cette région. Dans une région qui est traversée, qui est fracturée par les crises, effectivement, recevoir le président Sisi, évoquer toutes les crises régionales, évoquer tout ce que la France et l'Égypte peuvent faire ensemble pour essayer de traiter ces crises, c'était le sens de cette visite. Et effectivement, c'était aussi un geste d'amitié à l'égard du président Sisi, avec le protocole qui s'attache à une visite d'État. Et nous voulions marquer, effectivement, cette proximité, cette considération que nous avons pour l'Égypte. Et cette visite d'État a aussi permis, je crois, dans beaucoup de domaines, de fixer de nouveaux horizons pour approfondir encore davantage notre relation bilatérale. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu de la part du président Macron la plus haute distinction française. Dans quelles circonstances attribue-t-on une telle distinction? Il y a une tradition dans le protocole de la République française, c'est lorsqu'effectivement un chef d'État vient dans le cadre d'une visite d'État. C'était le statut que nous avions conféré à cette visite. Il est de tradition que soit conféré à ce chef de l'État et au pays qu'il représente la plus haute distinction dans l'ordre de la Légion d'honneur. Et effectivement, cette distinction de commandeur de l'ordre de la Légion d'honneur qui fait partie effectivement de, comment dirais-je, des habitudes, des usages en vigueur en France lorsqu'il s'agit de recevoir un hôte dans le cadre d'une visite d'État. Le monde fait face actuellement à une pandémie inédite en son genre. Chaque pays gère la crise à sa manière. L'Égypte a opté dès le début pour la coexistence entre le virus et l'économie. Elle enregistre cette année la meilleure performance économique de la région, avec un taux de croissance de 2%, alors que partout ailleurs, elle est négative. Comment trouvez-vous sa gestion de la crise? Effectivement, l'Égypte a une gestion de la pandémie qui obéit aux caractéristiques propres de la société et de l'économie égyptienne. Je pense qu'il y a un consensus sur le fait qu'il était probablement peu envisageable, compte tenu de ce qu'est l'Égypte, d'envisager un confinement total comme ça a pu être mis en œuvre dans un certain nombre de pays européens. Parce qu'il fallait que l'économie continue à vivre, que les Égyptiens continuent à travailler. Et donc, comme vous l'avez dit, l'Égypte a organisé en quelque sorte cette coexistence entre l'économie et la présence d'un virus, tout en prenant les précautions sanitaires et en préparant le système hospitalier à la possibilité d'afflux de cas de Covid. Ce qui est tout à fait remarquable, c'est le fait que cette coexistence a permis à l'économie égyptienne de continuer à fonctionner et avec des performances économiques qui doivent être saluées. Cette année, vous l'avez évoqué, 2% de croissance. L'an prochain, cette année qui commence, avec l'année fiscale de juillet à juin,
probablement 3,5% de croissance, et ce sera probablement, ou même certainement, la croissance la plus forte de tout le bassin méditerranéen. Et donc c'est une performance que nous saluons, et une performance qui a d'ailleurs été saluée par le président de la République, par le Premier ministre français, par le gouvernement français lors de la visite du président Sisi. Et la conséquence de cela, face au Covid, face aussi au maintien de la croissance forte en Égypte, c'est que c'est une opportunité pour renforcer la coopération économique et sanitaire entre la France et l'Égypte. Dans une précédente interview, vous avez dit qu'il était impératif de mettre la question de la santé au cœur des relations entre la France et l'Égypte. L'est-elle aujourd'hui ? Alors, dans le cadre de la visite, effectivement, nous avons signé un accord de coopération, une lettre qui fixe un certain nombre d'orientations pour faire de la coopération de santé un élément très important du partenariat entre la France et l'Égypte. Tout simplement parce que nous avons des compétences, une expertise en France, un système de santé développé. Beaucoup d'ailleurs d'Égyptiens viennent en France, aussi pour des raisons médicales. Il y a aussi beaucoup de médecins égyptiens qui ont fait des formations ou qui viennent pour travailler en France dans le cadre d'échanges hospitaliers. Et nous voulons faire de la santé justement parce que les besoins sont importants, parce que le Covid est passé par là, parce que nous ressentons la nécessité de replacer les politiques de santé au cœur de notre agenda bilatéral. Nous ambitionnons effectivement de développer des coopérations de santé, de nouveaux partenariats hospitaliers, un appui au système de protection sociale, au moment où l'Égypte met en place une assurance médicale universelle, qui est un projet extrêmement ambitieux et que nous avons décidé d'accompagner sur le plan financier. Et à l'occasion de la visite du président Sisi en France, une convention de financement de 150 millions d'euros, ce n'est pas un montant négligeable, a été signée qui permettra à la France, via l'Agence française de développement, d'appuyer la mise en place d'un système d'assurance médicale universelle en Égypte. La France est un partenaire économique de premier plan pour l'Égypte. D'après les douanes françaises, les échanges commerciaux entre la France et l'Égypte ont enregistré en 2019 une augmentation de 22% à 3 milliards d'euros, après avoir connu leur plus fort recul depuis 10 ans. En 2016, la France est le 12e partenaire commercial de l'Égypte sur l'année fiscale 2018-2019, en recul d'une place par rapport à 2017-2018, d'après la Banque centrale d'Égypte. Qu'en pensez-vous? Peut-on faire mieux? Eh bien, j'en pense qu'on peut faire beaucoup mieux et que nous devons faire beaucoup mieux. Je crois que nous devons avoir une relation économique, sur le plan du commerce, sur le plan des investissements, qui soit à la hauteur de notre relation exceptionnelle avec l'Égypte. Et effectivement, il faut que nous améliorions notre place dans ce classement. Ça veut dire mobiliser les entreprises françaises, c'est-à-dire soutenir aussi plus fortement l'Égypte, notamment sur le plan financier. Ça a été évoqué à l'occasion de la visite d'État. Mais effectivement, nous avons des progrès à faire et nous devons mobiliser nos entreprises, surtout à une époque où la croissance reste forte en Égypte. Les besoins sont immenses, besoin de développement de la population. Tous les grands projets que ce pays a lancés et que le président Sisi a lancés dans le domaine de la ville, dans le domaine des infrastructures de transport, nous pensons que ce sont autant d'opportunités que doivent saisir les entreprises françaises. Et le message qui a été passé à l'occasion de la visite d'État du président Sisi en France, c'est que c'est le moment pour les entreprises françaises de venir en Égypte, au moment où la croissance est là, où les besoins de développement sont là, et au moment aussi où nous pouvons accompagner financièrement, grâce à nos instruments financiers, le développement des entreprises françaises en Égypte. Il y a environ 160 filiales françaises en Égypte, avec des investissements de 5 milliards d'euros. La France est le 6e investisseur étranger en Égypte. Que faire pour que les entreprises françaises investissent davantage en Égypte? D'abord, je crois qu'il faut que nous assurions cette promotion de l'Égypte. Montrer ce qui se passe aujourd'hui en Égypte, sur le plan de son développement, sur le plan de ses grands projets, nous en parlions à l'instant. Bien insister aussi sur le fait que la croissance est durable et solide dans ce pays, qu'il y a aussi, et c'est très important, une attente à l'égard des entreprises françaises, parce qu'elles peuvent offrir des technologies, elles peuvent offrir de la valeur, elles peuvent offrir une expertise utile au moment où justement l'Égypte s'est lancée dans de grands projets. Je pense notamment aux grands projets d'infrastructure. On a tous en tête le métro, nous connaissons aussi le savoir-faire français dans le domaine ferroviaire par exemple. Nous avons aussi des compétences que nous pouvons mettre à la disposition de l'Égypte en matière d'aménagement des villes durables, surtout à un moment où l'Égypte se dote d'une nouvelle capitale, d'une ville nouvelle, où là, je crois qu'on a vraiment des atouts à faire valoir. Et l'objectif, c'est de convaincre nos entreprises de franchir le pas, de traverser la Méditerranée
et de venir en Égypte, en profitant en plus d'un cadre qui favorise les investissements étrangers. Alors, bien sûr, il peut y avoir des difficultés, mais nous sommes là pour aider nos entreprises à les résoudre. Et que peuvent apporter les entreprises françaises au marché égyptien? D'abord, il peut apporter le marché égyptien en lui-même, une population de 100 millions d'habitants qui a des besoins pour son développement, pour sa consommation, dont nos entreprises doivent tenir compte. Deuxièmement, ne pas oublier quel est le positionnement géographique, géopolitique de l'Égypte, à la croisée du monde méditerranéen, aussi une passerelle entre la Méditerranée et l'Afrique, avec en plus des accords de libre-échange qui permettent, lorsque l'on produit en Égypte, d'exporter dans d'excellentes conditions vers le reste de l'Afrique. Et avec, en outre, des infrastructures, le canal de Suez, des infrastructures aéroportuaires, des infrastructures routières, qui sont autant d'atouts que doivent saisir nos entreprises. Vous avez évoqué les projets nationaux comme la nouvelle capitale administrative, la ville de Galel, le deuxième axe du canal de Suez. Où est la France dans ces grands projets? Alors la France, d'abord, était présente au moment de l'inauguration du canal de Suez après son doublement en 2016. Mais vous avez raison, tous ces grands projets d'infrastructure représentent autant d'opportunités pour les investisseurs français. Nous avons de grandes entreprises dans le domaine de l'eau, dans le domaine du transport, dans le domaine de ce qu'on appelle la ville durable. Les Français ont des compétences qui sont mondialement reconnues et ce sont ces entreprises qu'il faut attirer pour qu'elles puissent effectivement mettre à la disposition de l'Égypte, permettre la réalisation de ces projets qui sont vraiment des projets très structurants pour l'avenir de l'Égypte. Le volume des exportations égyptiennes a augmenté pendant la crise du corona, notamment dans le secteur agroalimentaire. On l'a notamment vu en Espagne, mais aussi dans les pays du Golfe. Qu'en est-il de la France ? Alors, en France, l'impact du corona est très fort sur le plan économique, sur le plan social. Le gouvernement a mis en place un certain nombre de filets de protection, notamment la couverture de ce qu'on appelle le chômage partiel. Nous avons des secteurs qui vivent très difficilement cette crise du Covid, comme en Égypte. Je pense par exemple au secteur du tourisme. Et il faut espérer, à la fois pour la France et pour l'Égypte, que le tourisme puisse redémarrer très vite. Ça prendra probablement un petit peu de temps, parce que avant que les touristes retrouvent le goût des voyages, après cette période du Covid, ça ne sera pas instantané. Mais le retour du tourisme, à la fois des touristes étrangers en France, mais aussi des touristes français en Égypte, c'est important parce que nos deux économies, c'est une proximité, d'ailleurs c'est un point commun entre la France et l'Égypte, vivent beaucoup du tourisme qui représente une contribution importante au développement de nos deux pays. Il y a un partenariat stratégique de développement social et économique pour la période de 2019-2023 qui a été signé entre l'Égypte et la France d'une valeur d'1 million d'euros qui couvre différents domaines. Pouvez-vous nous en dire plus ? Lorsque le président Macron était venu répondant en janvier 2019 à l'invitation du président Sisi, effectivement, il a annoncé que la France mettrait à disposition 1 milliard d'euros de financement pour permettre le développement de projets qui sont importants pour l'Égypte, dans tous les domaines, notamment dans le domaine de la santé, nous en parlions, aussi dans le domaine des transports, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la finance et dans le domaine du climat. J'insiste sur cette dimension aussi parce que l'enjeu du changement climatique est un enjeu fondamental pour l'Égypte. Nous voyons l'impact du changement climatique sur le pays et donc effectivement contribuer à la lutte contre le changement climatique nous a paru important. Donc 1 milliard annoncé par le président Macron lors de sa visite en janvier 2019. Et lors de la visite du président Sisi, nous avons, après discussion avec les autorités égyptiennes, proposé, signé ce qu'on appelle une feuille de route, c'est-à-dire la répartition de ce milliard par différents secteurs, sur différents projets. Ça nous a pris un tout petit peu de temps pour les négocier avec les autorités égyptiennes, mais c'était important de faire ce travail de fond. Effectivement, lors de la visite, nous avons signé ce document qui nous permet, jusqu'en 2023, d'attribuer ce fameux milliard annoncé par le président Macron aux différents projets qui vont être mis en œuvre au cours des mois et des années à venir. Alors vous l'avez rappelé, lorsqu'on évoque la coopération franco-égyptienne, la première chose qui nous vient en tête,
c'est le développement de la ligne de métro. D'ailleurs, un accord de 95 millions d'euros a été signé entre la ministre de la Coopération internationale, Ronald Machot, et l'AFD pour la modernisation de la ligne de chemin de fer Tanta-Mansour-Damiette. Un accord de 250 millions d'euros pour le développement de la ligne de chemin de fer Abou Ir. Le secteur des transports est-il une spécialité française? Oui, c'est un emblème de la coopération entre la France et l'Égypte. C'est vrai que le métro du Caire, depuis le début des années 80, presque 40 ans maintenant, a été un symbole de ce que les entreprises françaises et les entreprises égyptiennes peuvent réaliser ensemble. Aujourd'hui, ces entreprises travaillent à la construction de la ligne 3 du métro. Nous espérons que d'autres perspectives pourront s'ouvrir. Vous avez évoqué le transport ferroviaire. Là aussi, il y a d'importants besoins de lignes à grande vitesse, de modernisation du réseau existant. Il y a tous les projets aussi qui sont à Alexandrie. Il se trouve que la France dispose d'entreprises à la compétence mondiale. Et effectivement, le secteur des transports reste un secteur de coopération très privilégié entre les deux pays et nous continuerons à appuyer tous les projets de développement de l'Égypte dans le domaine des infrastructures de transport. J'ai évoqué précédemment l'Agence française de développement. Elle est partenaire de l'Égypte depuis 2005. Elle contribue notamment au renforcement du secteur de l'électricité, mais aussi dans différents autres domaines vitaux. L'AFD, c'est 29 projets en Égypte. Parlez-nous justement de son action en Égypte. L'AFD est le bras armé de la France pour permettre de financer les projets qui assurent le développement de l'Égypte dans les secteurs que vous avez évoqués. Et depuis effectivement que l'AFD intervient en Égypte, c'est presque 3 milliards d'euros de crédits, de concours financiers qui ont été attribués au gouvernement égyptien. Et lors de la visite du président Sisi, nous avons, le directeur général de l'AFD a signé une convention qui attribue 150 millions d'euros pour le financement de la protection sociale, mais pas uniquement dans le secteur de la santé ou dans le secteur de l'infrastructure, il y a aussi dans le secteur de l'université. Nous avons signé lors de cette visite un protocole financier qui nous permet d'accorder 14 millions d'euros pour la rénovation de l'Université française d'Égypte, qui est un très grand projet auquel nous tenons beaucoup. Et voilà, il y a d'autres secteurs aussi dans le domaine de la culture, sur lequel l'AFD est prête à intervenir, le secteur de l'énergie également, et donc beaucoup de domaines dans lesquels l'AFD appuie les ambitions françaises pour rehausser notre coopération économique et financière avec l'Égypte. L'Égypte envisage de devenir un hub énergétique dans la région, un projet ambitieux qui se concrétise jour après jour. Est-ce un projet qui intéresse la France ? Effectivement, la France doit être au rendez-vous de cette ambition qu'a l'Égypte en matière énergétique. Et nous avons des groupes dans le domaine de l'énergie qui sont parmi les plus grands au monde, je pense en particulier à Total. Il y a en Égypte, notamment pour les champs d'exploitation gazière qui sont au large des côtes, de la côte nord de l'Égypte, un certain nombre de perspectives. Et effectivement, les entreprises françaises, les grands groupes énergéticiens français doivent se positionner. Il y a le secteur de l'énergie, du gaz et du pétrole, il y a aussi le secteur des énergies renouvelables, qui est en pleine expansion grâce aux fermes solaires, grâce aux fermes éoliennes, où là aussi la France investit en Égypte. C'est le cas notamment à Benban, c'est la plus grande ferme solaire au monde. C'est le cas aussi le long de la mer Rouge, où l'Égypte développe des parcs de turbines éoliennes très importants, où les entreprises françaises sont présentes et nous souhaitons qu'elles soient encore davantage présentes dans le secteur des énergies renouvelables, parce que là aussi c'est un secteur d'avenir essentiel pour réussir la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique. Est-ce qu'il y a eu des accords qui ont été signés lors de cette dernière visite ? Pas lors de cette visite, mais des accords qui avaient été signés précédemment. Et assurément, le secteur des énergies renouvelables sera un secteur de partenariat encore plus intense dans les années qui viennent, parce que les perspectives en Égypte sont très importantes et que l'Égypte a des ambitions très fortes, qui est de hausser la part de son énergie d'origine renouvelable, aujourd'hui qui est à peu près de 2 à 3%, à l'ordre de 20% dans les années qui viennent, et ça ouvre des perspectives tout à fait considérables, notamment dans le domaine du solaire et dans le domaine de l'éolien. Et nous voulons accompagner l'Égypte dans ce chemin vers son objectif. Alors, il s'agit d'une coopération économique qui comprend également un volet militaire, puisqu'avec 1,4 milliard d'euros de recettes en 2017, la France devance désormais les États-Unis en matière de vente d'armes à l'Égypte. On note également que la France a exporté en Égypte pour 7 milliards d'euros d'armement entre 2009 et 2019.
Lors de sa visite à Paris, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le PDG de Naval Group, spécialisé dans le domaine de la défense maritime, mais aussi la visite du PDG de Dassault Aviation pour les industries aériennes et producteurs des avions militaires Rafale. Cette coopération s'inscrit dans quel cadre? Est-elle à la lumière des enjeux auxquels fait face la région? L'Égypte est je le disais au début de notre conversation, est un pôle de stabilité dans une région qui est en proie à des crises multiples et qui connaît aussi le terrorisme. Terrorisme d'ailleurs qui a frappé l'Égypte, mais dont on voit aussi les effets dévastateurs dans les pays qui entourent l'Égypte. Et donc, contribuer à la stabilité de l'Égypte, faire en sorte que l'Égypte reste ce pôle de stabilité très fort dont la région a besoin. Lutter contre le terrorisme suppose une coopération dans le domaine de la défense et dans le domaine de la sécurité qui soit la plus forte possible. Donc ce sujet a été aussi évoqué lors de la visite, évidemment, du président Sisi, et nous avons dit notre volonté, notre détermination à contribuer, à chaque fois que l'Égypte nous demandera, justement au renforcement de la lutte contre le terrorisme et comment dirais-je, à cette ambition pour faire en sorte que l'Égypte soit un pays dont la stabilité soit assurée dans cette région troublée. C'est donc un partenariat stratégique. C'est un partenariat stratégique qui comporte de multiples domaines, et ce domaine de la sécurité en est un très important. Il y a des échanges très soutenus entre nos deux pays, et vraiment pour nous, l'Égypte est véritablement ce point d'appui, hein, ce pôle de stabilité dans la région, c'est fondamental, et la France a besoin d'une Égypte forte. C'est ça le message qui a été délivré par les autorités françaises à Paris. Oui, nous avons besoin d'une Égypte forte dans cette région troublée. L'Égypte et la France luttent ensemble sur plusieurs fronts, on l'a dit, notamment la lutte contre le terrorisme, mais aussi des dossiers régionaux d'intérêt commun comme la crise libyenne. Pouvons-nous dire que les deux chefs d'État ont la même position sur la question? Effectivement, l'Égypte a un voisinage turbulent, et notamment le voisinage libyen. La question libyenne est une question fondamentale, à la fois pour l'Égypte et pour la France. Question fondamentale parce que la sécurité de l'Égypte est directement en cause. Question fondamentale pour la France parce que les côtes libyennes ne sont pas loin des côtes européennes. Et donc tout ce qui se passe en Libye a un impact sur la sécurité de l'Égypte et sur la sécurité de la France. Nous avons avec l'Égypte exactement les mêmes objectifs. Faire en sorte que la Libye reste un pays uni. Faire en sorte que nous sortions rapidement de cette logique de guerre pour parvenir à une solution politique. Faire en sorte que les institutions en Libye puissent redémarrer, en profitant en particulier du redémarrage aussi de l'exploitation pétrolière, et pour que ces ressources puissent être dirigées vers les besoins de la population, les besoins sociaux de la population, et non pas vers le financement de l'effort de guerre. Faire en sorte aussi que nous puissions ensemble éradiquer, éliminer le terrorisme en Libye. Ce sont des objectifs sur lesquels la France et l'Égypte se retrouvent à 100%. Et effectivement, les deux présidents en ont parlé abondamment, pas simplement lors de cette visite, mais la Libye est un sujet qui est évoqué de manière très approfondie entre la France et l'Égypte depuis déjà plusieurs mois, et nous continuerons à travailler très étroitement avec nos partenaires égyptiens. Vous avez d'ailleurs assisté à la déclaration du Caire en juin 2020. J'étais effectivement à la présidence de la République égyptienne le 6 juin 2020, lorsque cette déclaration du Caire a été rendue publique par le président Sisi. Et la France soutient cette déclaration? La France a publié, après cette déclaration du Caire, un communiqué de soutien, et nous travaillons ensemble pour faire en sorte que ce contenu du communiqué puisse être mis en œuvre. Un plaidoyer commun également sur la question du Liban, n'est-ce pas? Le Liban, vous savez, est un pays qui est tellement cher au cœur des Français. C'est un pays avec lequel nous avons une relation, pas simplement historique, une relation que je qualifierais même d'affective. Et puis le Liban aussi, dans cette région, je le disais tout à l'heure, qui est très troublée et très important pour l'Égypte. Et évidemment, nous travaillons ensemble pour essayer d'apporter une solution à cette crise libyenne, à cette crise libanaise, pardon, qui est d'abord une crise que doivent résoudre les Libanais eux-mêmes, se doter d'un gouvernement qui soit un gouvernement qui puisse assurer cette mission de transformation profonde du pays. Et je crois que là aussi, nous sommes d'accord entre les Français et les Égyptiens. Un, pour faire en sorte que ce gouvernement soit véritablement un gouvernement de mission, et deuxièmement, faire en sorte que l'appui au Liban,
appui financier, appui économique, soit assorti de réformes très profondes, car sans réforme, le Liban ne pourra qu'aller davantage vers une crise sociale, crise politique, crise économique, qui évidemment est très fatale pour la population libanaise. Donc les Libanais doivent se prendre en main, et il faut qu'il y ait un électrochoc que nous avons essayé de provoquer lorsque le président Macron s'est rendu à 2 reprises au Liban après l'accident dramatique du 4 août dans le port de Beyrouth et puis au mois de septembre. Mais il appartient maintenant aux Libanais, face au défi immense de prendre en main leur destin, de se hisser à la hauteur de leurs responsabilités. Et ça suppose effectivement qu'ils se dotent enfin d'un gouvernement qui puisse réformer en profondeur le pays, lutter contre la corruption, réformer les services publics. Et nous serons prêts, les Français, mais je crois aussi les Égyptiens, à appuyer le Liban lorsque ces conditions préalables auront été réunies. Étant donné qu'on parle des crises, il y a également la crise dans la Méditerranée orientale, la question de l'énergie. Quelle est la position de la France? La Méditerranée orientale est une zone qui connaît depuis quelques mois des tensions fortes. Et ces tensions sont la conséquence de l'action d'un pays, la Turquie, qui, par un comportement unilatéral, comportement parfois agressif, un comportement aussi qui met en question la souveraineté d'États européens, je pense à Chypre et à la Grèce. La Turquie, effectivement, endosse la responsabilité des tensions qui sont apparues récemment en Méditerranée orientale. Et ces tensions nous inquiètent le gouvernement égyptien. Et donc là aussi, c'est un sujet sur lequel nous avons beaucoup renforcé notre coopération. Sujet sur lequel aussi nous avons développé des coopérations dans le domaine notamment de défense, avec des manœuvres communes de la marine française et de la marine égyptienne. Et donc là aussi, et puis il y a la question gazière, il y a la question de la coopération énergétique en Méditerranée orientale. Et récemment, l'Égypte a pris une décision très heureuse que nous avons saluée, qui est de créer un forum gazier pour la Méditerranée orientale. Et l'Égypte, dans un premier temps, invité la France comme observateur, et nous avons décidé de solliciter notre adhésion pleine et entière à ce forum gazier de la Méditerranée orientale, parce que nous pensons qu'effectivement, il faut passer d'une logique de la confrontation à une logique de la coopération, et ce forum gazier ouvre des bases pour une coopération énergétique avec tous les pays qui sont riverains de la Méditerranée orientale. On a assisté dernièrement à des attaques verbales de la part du président turc envers la France et particulièrement envers le président Emmanuel Macron. Peut-on dire que l'Égypte est aujourd'hui le principal allié de la France contre le président turc? Je constate qu'il y a un comportement, il y a des attitudes, il y a des phrases, il y a des paroles qui ne sont pas dignes d'un chef d'État étranger lorsqu'il se met à insulter le président de la République française. C'est évidemment totalement inacceptable. Mais là n'est pas simplement la question. La question, c'est celui du comportement de la Turquie dans la région, en Méditerranée orientale, en Libye, ailleurs aussi, dans d'autres pays de la région. Et donc, il faut absolument que la Turquie se comporte comme un État responsable. C'est par ailleurs un État qui est membre de l'OTAN. Et donc, nous devons appeler la Turquie au sens de ses responsabilités. Le comportement de la Turquie doit changer. Et récemment, c'était la semaine dernière, les États européens réunis, le Conseil européen qui s'est réuni jeudi dernier, a décidé que s'il n'y avait pas de changement dans ce comportement de la Turquie, alors des sanctions économiques seraient mises en œuvre contre la Turquie. Il faut que la Turquie comprenne que son comportement est absolument inacceptable. Alors ces derniers temps, nous avons assisté à un appel au boycott des produits français suite aux déclarations du président Macron concernant les caricatures qui ont fait polémique dans le monde musulman. Le président Abdel Fattah al-Sisi a appelé à la tolérance religieuse et au respect du culte. Et justement, sa visite à un moment tel que celui-ci n'était pas pour la France un moyen d'apaiser les tensions? Il y a eu effectivement ce débat qui a existé entre la France, l'Égypte, pas les gouvernements, mais aussi les sociétés, à travers la presse, par exemple, à travers les contributions, les prises de position des intellectuels, sur les caricatures et sur la liberté d'expression. En France, nous avons une conception de la liberté d'expression qui permet à quiconque de dessiner, d'écrire, de publier.
sans aucune limite. Sauf effectivement si il appelle à la violence. Il faut comprendre ce système de la liberté d'expression à la française. Et effectivement, lorsque il y a des publications de caricatures, quelles qu'elles soient, contre le prophète, contre n'importe quel autre symbole de la religion ou de la politique, nous comprenons que cela peut heurter. Et les caricatures du prophète Mahomet ont pu heurter beaucoup de musulmans. Ça, nous le comprenons. Mais nous ne pouvons pas, ces caricatures ne sont pas celles de la France. Ce n'est pas celle du gouvernement français. Ce n'est pas le gouvernement français qui autorise ces caricatures. Elles sont faites au nom de la liberté d'expression. Et ce que nous devons simplement, c'est expliquer quelle est notre conception de la liberté d'expression, notre conception aussi de la laïcité. Mais ce qui est important, au-delà des caricatures, c'est une chose qui est fondamentale. C'est le profond respect de la France pour la religion musulmane. Les musulmans sont nombreux en France, ils peuvent exercer leur religion en toute liberté, en toute sécurité. Et ce qui est important, c'est de faire la distinction entre justement ceux qui exercent leur religion dans les conditions les plus apaisées possibles et ceux qui auraient tendance à vouloir utiliser cette religion pour des fins politiques, des fins dévoyées ou des fins de violence. Et ça, il faut bien faire la distinction entre l'islam et l'extrémisme. Ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. Et je crois que cette mise au point est absolument essentielle. La France est fondamentalement respectueuse de toutes les religions et bien entendu de l'islam. Est-ce que les entreprises françaises ont été impactées par ce boycott? Il y a eu un appel au boycott, il y a eu effectivement une campagne hostile à la France à la suite de la publication de ces caricatures, mais comme je viens de vous le dire, elles ne sont pas le fait des autorités françaises, elles ont été faites par un journal au nom de la liberté d'expression. Il y a eu des conséquences effectivement sous forme d'appel au boycott qui ont pu avoir à un moment donné un impact, d'ailleurs relativement limité. Mais là aussi, nous avons eu des échanges avec les autorités égyptiennes, parce qu'il faut bien voir que les appels au boycott d'entreprises françaises en Égypte, l'entreprise française, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est presque 50 000 Égyptiens qui travaillent en France pour les entreprises, en Égypte pour les entreprises françaises. Et donc boycotter des produits français en Égypte, en réalité, c'est faire du mal à ces travailleurs égyptiens qui travaillent ici pour des entreprises françaises. Et donc c'est évidemment l'intérêt de personne. Et donc les appels au boycott sont complètement contre-productifs et vont à l'encontre des intérêts de ceux qui travaillent, des Égyptiens qui travaillent, qui sont employés par les entreprises françaises. Et je constate qu'aujourd'hui, ces appels au boycott, heureusement, ont cessé de produire leurs effets. Avec la modernisation, la langue française s'est perdue en Égypte, les parents préférant inscrire leurs enfants dans des écoles britanniques ou même américaines et même allemandes. Mais on remarque que depuis quelques années, c'est le retour de la langue de Molière dans le pays des pharaons. Comment expliquez-vous ce nouvel intérêt pour la langue française? D'abord, le fait que nous puissions aujourd'hui conduire cette discussion en français est le meilleur exemple que la francophonie est vivante en Égypte. Et ce qui est important, c'est l'éducation. Ce qui est important, c'est de pouvoir offrir ici un réseau d'établissements scolaires qui permettent aux familles qui font le choix de l'enseignement français de pouvoir y inscrire leurs enfants. Nous avons aujourd'hui un réseau d'écoles dont nous sommes fiers, mais qui est aujourd'hui très demandé et qui est donc pratiquement à saturation. Et ce que nous avons décidé, ça a été d'ailleurs une annonce qui avait été faite par le président Macron, c'est dans les années qui viennent, ça prend un petit peu de temps, ça n'est pas instantané, mais nous avons l'ambition de doubler le nombre de places, si je puis dire, le nombre d'élèves qui pourront être accueillis en Égypte dans des établissements à programme français. Nous allons par exemple reconstruire le lycée d'Alexandrie. Aujourd'hui, c'est 800 élèves. Lorsque ce lycée sera reconstruit, ce sera 2000 élèves. Il y a en plus au Caire des quartiers dans lesquels, je pense à la nouvelle capitale, je pense à New Cairo, je pense aussi à Sher Zayed ou à la ville du 6 octobre, dans lesquels il faut que nous renforcions l'offre scolaire française. Et donc nous travaillons aujourd'hui avec des investisseurs, nous travaillons avec tous ceux qui veulent être intéressés par développer cette offre scolaire française ici en Égypte. Et l'ambition, c'est dans les années qui viennent de doubler le nombre de places qui seront offertes aux familles égyptiennes qui feront ce choix de l'enseignement français. Est-ce que nous avons des chiffres concernant le nombre d'étudiants inscrits dans les écoles françaises? Alors aujourd'hui, il y a 8000 élèves qui fréquentent les établissements à programme français.
et nous avons cette ambition de doubler. Ça prendra probablement quelques années, le temps d'identifier les projets, de monter des projets avec des investisseurs. Nous avons déjà des projets qui sont discutés, qui sont évoqués, que nous souhaitons mettre en œuvre, et nous nous donnons 5 à 6 années pour mettre en œuvre cette ambition de doublement du nombre d'élèves admis dans des écoles à programme français. Une coopération culturelle, scientifique et technique entre les deux pays. Il y a notamment le projet de créer une ENA égyptienne et qui est actuellement en cours. Pouvez-vous nous en parler? Alors, ça n'est plus un projet, c'est une réalité. Là aussi, ce qui est très important, nous l'évoquions tout à l'heure, c'est le fait de disposer en France, en Égypte, dans les pays de la région, de structures étatiques fortes. Pour avoir un État fort, il faut avoir un État dont les hauts fonctionnaires sont bien formés. Nous avons un modèle en France, qui est le modèle de l'École nationale d'administration, et nous avons pensé, après discussion avec les autorités égyptiennes, que ce modèle pouvait inspirer effectivement les programmes de formation des futurs hauts fonctionnaires égyptiens. Et donc nous avons conçu un partenariat entre l'École nationale d'administration et la National Training Academy pour mettre en œuvre des programmes de formation pour les futurs hauts responsables de l'administration égyptienne, notamment dans le domaine du management, dans le domaine des nouvelles technologies, dans le domaine des techniques de gestion financière, des ressources humaines, etc. Et ce programme a commencé il y a déjà maintenant 18 mois, et c'est la 3e promotion de stagiaires, si je peux les appeler ainsi, formés par la National Training Academy, qui bénéficient de ce partenariat entre cette National Training Academy et l'École nationale d'administration. La France est dans le monde le 10e pays d'accueil de la diaspora égyptienne et le second en Europe après l'Italie. Il était donc normal que l'Égypte ait sa propre maison en France. Je parle bien évidemment de la maison de l'Égypte à la Cité internationale de Paris, qui commencera à accueillir des étudiants à Paris dès 2023. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? C'est une très bonne nouvelle, mais il faut aller encore plus loin, parce qu'il n'y a pas encore suffisamment d'étudiants égyptiens en France. Aujourd'hui, il y a à peu près 2000 étudiants égyptiens en France. Et nous pensons là aussi que pour une relation aussi forte qui existe entre la France et l'Égypte, nous pouvons et nous devons accueillir davantage d'étudiants égyptiens. Ça suppose effectivement de bien les accueillir, ça suppose de bien les loger, d'où ce projet de maison de l'Égypte à la cité universitaire de Paris. Et nous devons là aussi veiller à ce qu'il y ait un programme de bourse qui permette de financer les études des étudiants égyptiens qui feraient le choix d'aller étudier en France. La France joue un rôle de premier plan dans le domaine de l'archéologie en Égypte. On parle de 35 missions archéologiques françaises et franco-égyptiennes qui ont lieu chaque année, n'est-ce pas? Mais oui, et ça c'est une grande fierté française. N'oublions pas que l'égyptologie est quand même beaucoup à voir avec la France. Figurez-vous qu'en 2022, dans 2 ans, nous allons célébrer le bicentenaire des découvertes de Champollion. Ce sera évidemment pour le monde des égyptologues une échéance très importante que nous commençons à préparer. Et puis c'est vrai que depuis 2 siècles maintenant, il y a cette relation entre la France et l'Égypte qui s'est beaucoup nouée autour de l'archéologie. Des grands archéologues français, Mariette, Maspero, Jean-Philippe Lauer, qui ont formé des générations d'archéologues égyptiens. Et nous avons ici un institut très connu en Égypte, un institut français d'archéologie orientale, l'IFAO, qui effectivement met en œuvre des programmes de fouilles. Et nous avons 35 à 40 fouilles chaque année archéologiques qui sont menées par la France en compagnie, en partenariat avec des égyptologues égyptiens. Et c'est donc une fierté pour la France d'être une nation archéologique très présente en Égypte. Et nous avons, comme vous le savez, aussi des relations très, très confiantes avec le ministre du Tourisme et des Antiquités, qui est un grand francophone et qui, je crois, est très attaché à ce partenariat archéologique entre la France et l'Égypte. La France est depuis longtemps l'un des principaux pays d'origine du tourisme en Égypte. Vers 2010, le nombre de touristes français en Égypte était de l'ordre de 600 000 par an. Cependant, il s'est effondré. Comment faire revenir les touristes français en Égypte? Il s'est effondré à cause du contexte sanitaire. Effectivement, juste avant l'apparition de la Covid en Égypte, c'est-à-dire au début de l'année 2020, les touristes français étaient revenus massivement en Égypte et à des niveaux de fréquentation qui étaient pratiquement équivalents à ceux des bonnes années de 2010.
Effectivement, le contexte sanitaire a mis à l'arrêt le secteur du tourisme en Égypte, en France et dans le monde entier. Il faudra probablement un petit peu de temps, compte tenu de la persistance du contexte sanitaire, pour que les touristes français reviennent, même si toutes les précautions sont prises par les autorités égyptiennes. Mais nous souhaitons évidemment que les touristes reviennent. C'est important parce que c'est un lien pour découvrir les magnifiques beautés de la civilisation égyptienne, et puis parce que c'est très important pour l'économie égyptienne aussi. C'est un secteur clé pour le développement de l'Égypte. Voilà, donc nous espérons que les conditions sanitaires permettront très vite le retour des touristes français. Est-ce que je peux vous demander, par curiosité, quelle est votre destination préférée? Ah, écoutez, la liste est longue. Moi, j'ai une passion pour votre pays. J'adore Luxor, j'adore évidemment Assouan. J'aime aussi beaucoup les oasis du désert, mais j'aime bien aussi Alexandrie. J'aime beaucoup comment dirais-je, de tendresse pour cette ville, pour ce qu'a été Alexandrie, et puis vivre au Caire avec cette ville trépidante, si active, si bouillonnante, c'est aussi un plaisir. Et donc se plonger dans la vie du Caire, c'est également quelque chose que j'adore faire. Cela fait 3 ans que vous êtes en Égypte, depuis juin 2017. Quels ont été les moments les plus marquants de votre mandat? D'abord, la connaissance de ce pays fascinant, la connaissance de cette civilisation exceptionnelle qui a traversé les millénaires, la plus vieille civilisation au monde, la magie de l'Égypte, de ses paysages. Et puis je vais vous dire, au-delà du pays, les gens, les Égyptiens eux-mêmes, cette formidable spontanéité, cette chaleur, cette hospitalité des Égyptiens, et puis ce regard qu'ils portent sur la France. Oui, définitivement, l'Égypte est une passion française, et c'est pour moi une passion très, très personnelle. Et donc pour moi, mon séjour est ponctué de rencontres merveilleuses, de souvenirs magnifiques, de découvertes somptueuses. Et donc vraiment, l'Égypte est pour moi une passion. Monsieur l'ambassadeur, j'ai été ravie de mener cette interview en votre compagnie. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.